Allons-y maintenant avec la section 5.3. On va parler ensemble des intégrales indéfinies. Jusqu'à maintenant, on a vu quelques intégrales définies. On a vu qu'on pouvait aller évaluer une intégrale entre deux bornes à l'aide d'une primitive. Et maintenant, on va définir ce que c'est une intégrale indéfinie. Vous allez voir que l'intégrale indéfinie, c'est un peu comme la fonction dérivée qu'on avait, mais ici, ce serait un petit peu une analogie, ce serait un petit peu la fonction intégrale. Ça ressemble un peu à ça, et ça a pour but de donner une intégrale plus générale. La fonction, l'intégrale définie qu'on obtenait, c'était vraiment une valeur, c'était un chiffre. Ben là, ici, ça va être encore une fonction qu'on va pouvoir aller utiliser un petit peu plus tard pour faire plusieurs intégrales à la suite de l'autre. Donc, pour commencer, on va introduire en partant de notre primitive grand f de x. Donc, grand f de x ici, c'est une primitive de petit f de x. Ce qu'on a vu dans les chapitres précédents, dans les sections précédentes plutôt, c'est que lorsqu'on a une primitive grand f de x, ben la dérivée de grand f de x, ça va nous donner petit f de x, qui est la fonction qu'on a dans notre intégrale. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ajoute plus c à la fin de grand f de x? Donc, je prends encore la primitive que j'avais, et je lui ajoute une constante c ici, et ça c'est une constante, c'est un chiffre, ça peut être n'importe quoi, ça peut être 2, ça peut être 7, ça peut être 42, ça peut être le chiffre que vous voulez. À ce moment-là, si je travaille avec la dérivée, je vais chercher la dérivée par rapport à x de grand f de x plus c. Ici, on a une somme, donc je peux séparer les dérivées. Je vais avoir la dérivée de grand f de x plus la dérivée de ma constante c. Dérivée de grand f de x, c'est petit f de x. Et la dérivée de grand c, là, ici, de notre constante, mais ça, c'est un chiffre. C'est un chiffre, il n'y a pas de variation là-dedans, c'est constant. Donc, la variation, ici, la dérivée, elle vaut 0. Ça vaut 0. Donc, ma dérivée de grand f de x plus c, ça revient encore à petit f de x. On remarque que c'est le même résultat que lorsqu'on faisait la dérivée de notre primitive tout seul. Donc, primitive grand f de x, seul, quand on la dérive, ça nous donne la petite fonction petit f de x, qui est dans notre intégrale. Mais si on change pour grand f de x plus c, c étant une constante, ben on reste quand même au même stade. Ce qu'on vient de découvrir, c'est que grand f de x plus c, c'est aussi une primitive de petit f de x. Parce que grand f de x plus c, lorsque je le dérive, ça me redonne la petite fonction petit f de x. Donc, j'ai effectivement ici une primitive. En fait, ce que je viens de prouver ici, comme c ici, c'est n'importe quoi, c'est général, ben c'est un petit peu comme la primitive générale de ma petite fonction petit f de x. Un petit peu comme la fonction intégrale, la fonction qui est l'analogie un peu de la fonction dérivée qu'on avait dans le chapitre 3. Donc avec ça ici, on a tout ce qu'il faut pour définir l'intégrale indéfinie. Cette intégrale-là, ben ici on part avec la primitive grand f de x encore une fois. Cette primitive-là, c'est la primitive de petit f de x. Ben dans ce cas-ci, l'intégrale indéfinie, ce sera tout simplement d'ajouter le plus c à la fin de notre grand f de x. Donc on a l'intégrale de petit f de x dx. Remarquez qu'il n'y a pas de borne ici sur mon intégrale, c'est indéfini, de là l'indéfinition. Et ça ici, cette intégrale générale-là, ça donne grand f de x plutôt, plus c. Donc j'oublie pas le c à la fin, ce c-là ici, c'est ce qu'on appelle la constante d'intégration. C'est maintenant une des parties les plus importantes dans nos intégrales parce que c'est cette constante-là qu'on va peut-être avoir à déterminer, à évaluer dans certaines situations. Donc ici, constante d'intégration à partir de maintenant, lorsqu'on fait des intégrales indéfinies, on n'oublie pas le plus c à la fin. Vous allez voir, là, ça va vous gosser, plus c, vous allez perdre des points en l'oubliant, c'est important, oubliez-le pas. Moi, je vous enlève des points quand vous l'oubliez. Avec tout ça, on a des formules d'intégration. Donc ensuite de ça, là, on va aller voir ces formules-là. Ces formules-là, vous les avez à l'examen. On va les utiliser pour résoudre nos problèmes. On va commencer à les apprendre aussi. Là, c'est important de les connaître. Ça va plus vite comme ça. Donc, il y en a quelques-unes. On en a 9 au total. On va en utiliser quelques-unes là, éventuellement dans les exercices qui s'en viennent. Mais pour l'instant, on regarde rapidement à quoi ça ressemble. Donc, premièrement, première formule qu'on a, on a l'intégrale d'une constante. Ben, l'intégrale d'une constante, c'est toujours la constante fois x plus la constante d'intégration. Donc, si on a, par exemple, l'intégrale de 1 dx, ça va nous donner 1 fois x plus c. Si on a l'intégrale de 2 dx, ça va nous donner 2x plus c ici. Donc, il faut faire attention avec la dérivée. Lorsqu'on dérivait une constante, ça disparaissait, mais lorsqu'on intègre une constante, ça ne disparaît pas.
Ensuite, en 2, on a ici une grosse intégrale. On a l'intégrale d'une certaine constante K1 fois notre fonction f de x, plus ou moins une autre constante K2 fois la fonction g de x. Ben là, ici, on a comme une combinaison là, des fonctions. Ben, ça va nous permettre d'aller chercher une combinaison d'intégrales. Donc, K1 fois f de x, on va transformer ça en K1 intégrale de f de x dx. Le plus ou moins se retrouve entre les deux autres intégrales, et de l'autre côté, K2 g de x, ça nous donne K2 intégrale de g de x dx. Évidemment, ça ici, ça fonctionne seulement si K1 et K2 sont des constantes. Si on a des chiffres ici pour K1 et K2, on peut faire ça. Si on a des fonctions, ça ne fonctionne pas ici, là, on peut pas simplement séparer avec les produits là, de fonctions ici. C'est vraiment seulement avec des chiffres, des constantes qu'on va pouvoir faire ça. Ensuite, en 3, on a la puissance de x, donc l'intégrale de x à la n dx, ça va être égal à x à la n plus 1 sur n plus 1, fois plus la constante d'intégration. Donc, x à la n plus 1 sur n plus 1, on commence à la connaître, hein, on l'a vu déjà pas mal souvent, et bien ici, on a la forme générale de cette intégrale-ci. On n'oublie pas la constante d'intégration de l'autre côté, et on a une petite note super importante à la fin. On se dit que cette formule-là, elle ne fonctionne que si n est différent de moins 1. Si n est différent de moins 1, j'ai le droit d'utiliser ma formule numéro 3, mais si n égale moins 1, donc si on a x à la moins 1, il va falloir utiliser la formule numéro 4, celle qui est juste en dessous. Donc, formule numéro 4, intégrale de 1 sur x dx, ça nous donne le ln, le logarithme en valeur absolue de x. Valeur absolue ici, ce sera super important lorsqu'on travaille sur des variables, sur des intégrales indéfinies. Lorsqu'on a déjà nos bornes d'intégration et qu'on sait que x ne sera pas négatif, bon, c'est pas nécessaire d'aller chercher la valeur absolue, mais si on a des bornes qui sont indéfinies, si on fait des intégrales indéfinies, on garde la valeur absolue sur notre x ici pour notre l. Ensuite de ça, en 5, on a l'intégrale de e à la x. On se souvient que la dérivée de e à la x, c'était toujours égal à e à la x. Ben, l'intégrale de e à la x, c'est aussi égal à e à la x plus c. On n'oublie pas la constante d'intégration, mais la fonction e à la x, elle est très stable du point de vue du calcul intégral. Ensuite, dérivée intégrale de sin de x, ce sera moins cos de x. On n'oublie pas le plus c à la fin. Intégrale de cos de x, c'est sin de x plus c. Encore là, on passe d'un à l'autre, mais là, les symboles sont inversés dans ce cas-ci, vu qu'on est à l'inverse. En intégrale, c'est l'inverse de la dérivée. Donc, on a moins cos et plus sin dans ce cas-ci. Ensuite, on va aussi avoir deux autres formules de dérivation un petit peu moins fréquentes, mais ça peut arriver si on fait du mouvement circulaire. Ça se pourrait qu'on ait du sinus et du cosinus inverse. Donc, dans ce cas-ci, on a une intégrale particulière. L'intégrale de 1 sur la racine de 1 moins x carré, ça ici, c'est arc sin de x. Et 1 sur 1 plus x carré, c'est arc tangente de x. Donc ici, évidemment, quelques formules de dérivation. Comme je vous ai dit, on va revenir dans ce tableau-là lorsqu'on est en train de faire nos formules de dérivation au départ là, pour bien s'habituer à ça. Mais vous y avez droit à ces formules-là à l'examen. C'est assez simple pour pouvoir résoudre vos problèmes. Finalement, dernière petite note qu'on se donne avec tout ça. Finalement, l'intégrale, c'est tout simplement l'inverse de la dérivée. On peut passer rapidement là, de l'un à l'autre. Petit f de x, c'est notre intégrante. Grand f de x, c'est notre primitive. Donc, quand on intègre petit f, ça nous donne grand f. Et quand on dérive grand f, ça nous donne petit f. C'est ça l'essentiel du calcul intégral, c'est de pouvoir retourner à ce qu'on avait avant la dérivée. Donc, essayer d'annuler l'opération de dérivée qu'on avait posée initialement. Avec tout ça, ben là, on vient de faire pas mal de ce qu'on avait à se dire pour la constante d'intégration. Il nous restera à faire un exercice, mais le temps file, donc je vais arrêter ici. On se retrouve dans une deuxième partie là, pour aller chercher quelques exercices. On va aller faire l'exercice 5.10 notamment, qui est juste en dessous ici. Exercice 5.9 plutôt, où on va faire des dérivés et on va venir chercher les formules d'intégration qui nous intéressent dans ce tableau-ci.